Comment sous-traiter quand on est en freelance? Bah, c'est pas vraiment possible. Merci à tous. Bon, en vrai, c'est pas impossible, mais c'est vrai que c'est quand même assez compliqué. Mais dans cette vidéo, je vais quand même tâcher de t'expliquer comment tu pourrais t'y prendre et surtout pourquoi c'est si compliqué de déléguer en freelance. Bon, pour commencer, déjà, déléguer, ça signifie quoi? C'est quand tu as un client qui te demande une prestation et que cette prestation, tu ne la réalises pas uniquement de ton côté, mais que tu la sous-traites, tu la délègues à une tierce personne, soit pour t'épauler sur une partie de la prestation, soit pour entièrement lui déléguer parce que tu n'as pas le temps et que tu as besoin de quelqu'un pour réaliser cette prestation. Ça, c'est des choses qui se font quand même pas mal quand on est freelance, puisqu'il y a des clients qu'on ne veut pas perdre, mais qui certains, parfois, on peut pas forcément les prendre en charge parce que ça rentre pas dans notre organisation. Du coup, à ce moment-là, la solution qui nous vient, c'est de te dire, ok, je vais demander à un collègue à qui je vais déléguer le projet, et généralement, eh bien, tu vas facturer toi ton client, tu vas gérer la prestation, l'intendance avec ton client, mais aussi avec ton prestataire, et ton prestataire va te demander un certain prix pour cette prestation, et derrière, toi, tu pourras prendre un certain pourcentage. Donc voilà sur le principe comment ça fonctionne. Maintenant, si t'es freelance, tu t'en doutes déjà un petit peu de là où ça coince. En freelance, tu dois payer de l'URSSAF sur tout ce que tu factures. Et c'est là le plus gros problème de faire de la sous-traitance en freelance. Même si sur ce que tu factures, tu vas redonner par exemple 90% peut-être à un prestataire, soyons fous, et malgré le fait que cette somme va repartir dans les poches de quelqu'un d'autre et pas la tienne, tu devras quoi qu'il en soit payer de l'URSSAF sur l'ensemble de cette somme. Et c'est pour ça que faire de la sous-traitance en freelance, ça peut sembler compliqué parce que toi, il faut que tu puisses t'y retrouver, mais ton client aussi et ton prestataire aussi. Et en réalité, si tu prends pas au minimum 30% de marge sur la prestation, c'est pas vraiment intéressant et même en faisant ça, t'es beaucoup perdant. Et en réalité, le plus grand gagnant de cette histoire, c'est l'État. Parce que l'État va prendre de l'URSSAF deux fois. Toi, imaginons que tu factures ton client 1000 euros pour un projet, tu vas payer à peu près 25% d'URSSAF dessus, soit 250 euros. Mais imaginons que tu redonnes 70% à un prestataire à qui tu délègues le projet, soit 700 euros. Et au final de ton côté, tu ne te feras que 50 euros pour avoir géré le projet, etc., etc. Et en plus de ça, sur les 700 euros que tu auras redonné à ton prestataire, celui-ci va devoir lui aussi payer de l'URSSAF, soit environ, c'était 714 et 721, 210 euros sur ces 700. Au final, tu te rends compte que celui qui mange le plus, c'est l'État, avec presque 500 euros qui va prendre dans ses poches sur les 1000 euros. Et au final, toi, tu ne prendras que 50. Et ton prestataire, au final, il prendra qu'environ 500 euros. Donc, c'est quelque chose qui peut se faire, surtout si tu cherches principalement à gagner du temps sans forcément gagner de l'argent, mais c'est clair que c'est pas quelque chose de viable si t'en fais de plus en plus, ou même si tu vises progressivement à évoluer vers un format, pas forcément d'agence, mais en tout cas te dire ok, j'ai de plus en plus de clients, je peux pas tout prendre, peut-être je peux me faire un petit peu plus d'argent en déléguant certains projets et en continuant de faire mon activité. Mais du coup, quelles sont les réelles solutions qui peuvent s'offrir à nous? Évidemment, on en parlera en fin de vidéo, la solution de passer en société, puisqu'en société, on n'aurait plus toutes ces affaires d'URSSAF, mais il y a quand même d'autres possibles solutions que vous pouvez adopter. La première, c'est tout simplement de faire payer à votre client deux factures. Alors c'est quelque chose qui, sur le principe, légalement pourrait se faire, surtout si tu t'annonces les choses de manière claire à ton client et qu'il est ok avec ça. Maintenant, c'est pas forcément ce que je recommande le plus, parce que imagine qu'il y ait le moindre souci avec ton client, le client il ne paye pas ou quoi que ce soit, enfin ça peut être conflictuel, parce que le client il se retourne contre qui? Il se retourne contre l'apporteur d'affaires qui est toi et qui est un petit peu son prestataire de référence, surtout si tu travailles avec lui depuis un moment. Est-ce qu'il faut qu'il se retourne contre bien le monteur que toi-même t'as engagé, mais du coup c'est toi qui l'as engagé et pas forcément le client, donc t'as quand même ta part de responsabilité. Et à l'inverse, s'il y a un moindre souci avec un client, toi comment tu te situes? Parce que si par exemple le client paye pas, le prestataire et toi n'êtes pas payés, mais en réalité c'est ton client, c'est toi qui as amené le client à ton prestataire, et ton prestataire il a rien demandé lui, donc c'est aussi un petit peu de ta faute si derrière tu lui as dit t'inquiète, je connais mon client, je te sous-traite le projet, machin. Bref, ça pose quand même pas mal de flou juridique dans le cas où il y a des soucis. Et en réalité, même d'un point de vue du client, lui dire écoute frérot, t'as deux factures à payer parce que moi j'apporte un petit peu et lui il fait vraiment la presta, bon c'est pas très professionnel, je sais pas si des clients accepteront, et même s'ils le font, je suis pas sûr que ça crée une belle image pour une collaboration long terme. Une autre possibilité qui est celle que pour le coup je recommande le plus, c'est tout simplement de faire de la sous-traitance mais dans l'autre sens. C'est vrai que comme je le disais, la sous-traitance par défaut c'est
tu as un client, tu sous-traites la prestation que ton client te demande par défaut à toi, donc c'est toi qui facture, c'est toi qui gère le projet et tu vas redonner une part majoritaire au prestataire. Donc ça c'est le schéma classique qui est évidemment le mieux, mais dans le cas où tu es freelance, ton prestataire aussi, et bah ça serait plus intéressant de le faire dans l'autre sens, de dire à ton client écoute, je vais sous-traiter le projet parce que je peux pas le prendre, t'inquiète, j'ai fait appel à quelqu'un de pro là-dessus, juste du coup comme on est freelance, c'est lui qui va te facturer et moi je récupérais une petite com sur ce que lui t'aura facturé. Et à ce moment-là, vous inversez le processus. Et si on reprend mon exemple de tout à l'heure, on reprend les 1000 euros du projet, et bah cette fois-ci c'est ton prestataire qui va facturer les 1000 euros, qui va donner 250 à l'URSSAF et il va lui rester 750 de son côté. Et imaginons que vous vous êtes arrangé pour que tu prennes par exemple 10%, soit 100 euros, et bien toi tu vas récupérer ces 100 euros. Ton prestataire il lui restera plus que 650 euros dans sa poche, ça sera toujours 150 euros de plus que dans l'exemple précédent. Et toi, certes, tu vas repayer de l'URSSAF sur ces 100 euros, mais du coup, la part sera bien moindre. Et donc, sur ces 100 euros, tu vas ne donner que 25 euros à l'URSSAF. Et au final, tu récupéreras 75 dans ta poche, là où sur l'exemple du début, on était plutôt sur un ratio de 50 euros. Évidemment, c'est pas une solution qui va drastiquement changer les choses d'un point de vue financier. L'État continue de se gaver, mais en tout cas, ça permet quand même de s'y retrouver le mieux possible, que ce soit pour toi, mais aussi pour ton prestataire. Maintenant, encore une fois, d'un point de vue juridique, ça peut potentiellement poser problème s'il y a le moindre couac d'un côté comme de l'autre, puisque à la base, c'est quand même toi qui amène un client, et le fait que la facture ne soit plus faite par toi, mais par le prestataire, et bah c'est comme si au final, toi, tu n'avais plus réellement d'impact, tu vas juste prendre une commission d'apporteur d'affaires, c'est une possibilité, mais voilà, ça peut créer des petits soucis. Et enfin, la dernière solution qui est, selon moi, la solution la plus idéale, en tout cas, si vous commencez à faire de plus en plus de sous-traitance, et c'est tout simplement de passer en société. Passer en société, évidemment, ça inflige pas mal de choses. C'est plus du tout une auto-entreprise, il y aura beaucoup de choses en plus à gérer d'un point de vue administratif, beaucoup de frais, beaucoup plus compliqué de se sortir de l'argent, de l'impôt en plus, etc. Bref, pas mal de choses. Donc passer en société juste parce qu'on a fait quelques petites sous-traitances et qu'on se dit waouh, je vais passer en société pour gagner plus, honnêtement, le faites pas. Maintenant, il est clair que si vous commencez à faire de plus en plus de sous-traitance et que vous avez une réelle volonté d'utiliser cette part de sous-traitance pour vous dire ok, j'ai envie en fait d'avoir une branche en plus à mon activité qui va être une branche d'apporteur d'affaires et donc réellement générer un petit peu de chiffres là-dessus, au-delà des 50 euros comme on l'a évoqué avant, et là en effet la question de la société peut être intéressante parce que malgré le fait que vous aurez plus de difficultés à vous sortir de l'argent, que vous auriez plus d'impôts, etc., vous arriveriez néanmoins à mieux vous y retrouver qu'avec le double URSSAF que vous avez en auto-entreprise. Et d'ailleurs par rapport à ça, il faut savoir que c'est pas parce que vous souhaitez créer une société que vous devez obligatoirement abandonner votre auto-entreprise. Ça je le précise parce que c'est un truc où quand certaines personnes commencent à faire de la sous-traitance, évidemment elles pensent à la société, mais assez vite elles se mettent la barrière de se dire ça va être trop contraignant et du coup si j'arrête mon activité auto-entreprise, au final je vais pas être rentable financièrement, alors que c'est quand même possible de faire les deux. Vous pouvez très bien créer une société et faire une société d'apport d'affaires, vraiment voilà, vous apportez de l'affaire et garder votre auto-entreprise de montage vidéo. Faut juste éviter d'avoir des contacts directs entre la société que vous allez créer et votre auto-entreprise parce que sinon ça peut être vu un petit peu comme de la défiscalisation dans le sens où quand vous avez une société, si vous facturez un client pour du montage vidéo, vous allez payer un peu plus d'URSSAF qu'en auto-entreprise pour vous verser un salaire. L'auto-entreprise, malgré le fait que beaucoup crachent sur le taux d'URSSAF, c'est le taux le plus bas. Et donc ça peut arriver que parfois certains jouent un petit peu avec ça, créent potentiellement des sociétés qui s'affichent comme des sociétés de montage vidéo et derrière sous-traitent ces prestations via une micro-entreprise mais qui est aussi leur micro-entreprise. Je sais pas si vous voyez le délire, mais du coup ça permet de payer moins d'impôts, moins d'URSSAF, mais évidemment ça, ce n'est pas vraiment légal. Du moment qu'il n'y a pas de lien direct entre votre auto-entreprise et votre société, c'est normalement possible. Dans tous les cas, si vous comptez le faire, je vous conseille de vous rapprocher vers des juristes qui sauront vous dire où est-ce qu'est la limite et comment jouer avec ça pour être dans les clous et s'y retrouver. Mais du coup ça vous permet de garder votre activité d'auto-entreprise et continuer à facturer du montage vidéo tout en continuant de générer des revenus principaux avec ça en bénéficiant du taux d'URSSAF le plus bas de France, enfin peu importe les statuts, tout en ayant une activité d'apporteur d'affaires qui certes est là sur un format de société qui vous rapportera évidemment moins d'argent mais qui au cumul sur la fin de l'année vous permettra peut-être de récupérer 1000, 2000, 3000 euros en plus, ce qui peut être cool. Voilà un petit peu pour les différentes solutions. Si jamais c'est un truc qui peut t'intéresser de passer en société parce que tu commences à faire de plus en plus d'apports d'affaires mais que tu sais pas vraiment sur quel statut te lancer, EURL, SARL, SASU, SAS, n'hésite pas à me contacter, on pourra en
en échanger, j'ai une petite formule d'audit dans laquelle je peux voir un petit peu l'ensemble de ton projet, ton activité, et derrière te détailler un plan d'action sur quel statut je te conseillerais, pourquoi, comment tu pourrais te rémunérer au mieux, est-ce que c'est intéressant, pas intéressant. Bref, si ça t'intéresse, je te mets un lien dans la description. En tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo et je te dis à la prochaine. Ciao.